Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 30 septembre 2025. On s'achemine petitement vers la fin du régime Talon qui a donné les gages d'une alternance à la tête du pays. Le processus du respect de la Constitution est déjà enclenché et ça grouille dans les états-majors des partis politiques. Pendant ce temps, le peuple retient son souffle et observe le déroulement des événements, les événements qui sont faits d'un côté d'engagement et de l'autre d'hésitation. Mais toujours est-il que l'administration fonctionne visiblement au même rythme qu'au début du régime avec le plein, sinon la quasi-totalité du personnel, y compris ceux qui ont des casquettes politiques, pour dire que l'administration publique est au top de sa disponibilité au service des usagers. Beaucoup s'interrogent à cet effet, sinon sur l'engouement et cette détermination de l'administration Talon qui travaille sans relâche alors que les indicateurs clignotent sur la fin. Quelles sont à l'heure actuelle les priorités du président Patrice Talon qui a toujours la tête dans le guidon? À quoi consacre-t-il l'essentiel de son temps à quelques mois de la fin de son mandat? Pour satisfaire à ces interrogations, nous sommes avec Gracien Makoko. Il est juriste et écrivain. Gracien Makoko, bonsoir. Bonsoir, monsieur Alikala. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes en face de Anissé Carlos Oke. Il est directeur éditorial de Canal 3 Bénin. Anissé Carlos Oke, bonsoir. Bonsoir, oui. Quelle lecture faites-vous, dois-je dire, du rythme de fonctionnement de l'administration Talon à l'heure actuelle? Bien, vous savez, c'est la veille des échéances électorales. Ce à quoi on a été accoutumé, c'est que l'administration est mobilisée pour se retrouver sur le terrain politique à la veille des élections. Et la donne a changé un peu à mon sens, puisque on ne voit pas forcément les gens sur le terrain comme c'est le cas par le passé. Donc il y a forcément quelque chose qui a changé. Donc le premier constat qui est frappant, c'est le fait que l'administration ne se retrouve pas pour cette fois-ci sur le terrain politicien. Et on peut déjà commencer par encourager cela parce que nous sommes dans un état structuré, l'administration a ses prérogatives, ses rôles, et que lorsqu'on veut aller sur le terrain politique, il y a également quand même des choses à faire, des considérations quand même à prendre en compte en tant que membre de l'administration. Maintenant, au-delà de cela, il y a le fonctionnement normal qu'on constate. Les gens sont à l'œuvre. C'est comme si pratiquement l'administration n'est pas concernée par les élections. Donc c'est toujours ce changement-là qui est constaté et qui est, à ma foi, à encourager. Alors, quel regard vous portez, M. Anissé Carlos Oke, quel regard portez-vous sur l'administration publique à l'heure actuelle? Je pense que c'est le même regard que celui de mon confrère. Parce qu'à pareil moment, dans les circonstances d'une élection, ou en tout cas à quelques mois d'une élection, on avait l'habitude d'observer un véritable branle-bas dans l'administration. Oui. Et d'ailleurs, il y avait de très nombreuses nominations pour positionner des cadres en fonction des intérêts politiques, afin de pouvoir asseoir les bases électorales. Et tout le monde dans l'administration se sentait concerné et était obligé d'ailleurs de suivre le ministre qui est dans un parti politique. Chaque fois qu'il avait un meeting, tout le monde prenait la route pour aller suivre le meeting du ministre. Et pendant ce temps, l'administration se vide de son contenu, évidemment, pendant ce temps, personnel. Tout le monde s'arrêtait de travailler. Tout le monde s'arrêtait de travailler. Donc, le pays, en fait, s'arrêtait de produire véritablement à quelques mois des échéances électorales. Et je pense que cette fois-ci, il y a comme une volonté manifeste du président de la République de montrer que on peut organiser des élections sans que l'administration soit pour autant complètement perturbée par les préparatifs. Et d'ailleurs, c'est pour cela que à un moment, le président avait dit que 6 mois avant, il désignerait et participer. En tout cas, il voudrait que tout le monde puisse se mettre dans le mouvement politicien à 6 mois des élections présidentielles ou même des élections législatives, de façon à ce qu'on puisse donner le temps à tous les projets d'aller au moins jusqu'à terme. Alors, de votre regard des choses, comment on est parvenu à réussir, je dirais, ce pari-là? C'était quand même un défi, puisque vous l'avez décrit par le passé, l'administration se vidait de son contenu, tout le monde devenait politicien aux côtés des hommes qui ont la casquette politique. Comment on est parvenu à maintenir tout le monde à son poste et pour que l'administration puisse fonctionner tel qu'on l'observe? Ce n'est pas une décision simple, celle du président de la République qui a décidé que il n'y aurait pas de mouvement politicien au sein de l'administration ou même au sein des partis politiques qui soutiennent son action avant que nous soyons à 6 mois des élections. Et je pense que cette décision a été respectée
Et c'est pour cela que au sein de l'administration, on ne voit personne en train de courir dans tous les sens. Et d'ailleurs, les cadres de l'administration ne lient plus leur avenir politique au soutien de l'action de leur ministre ou de leur directeur général ou des cadres de l'administration. Donc, tout le monde considère qu'on est dans une certaine neutralité aujourd'hui et que nous ne sommes même pas, en tant que cadre de l'administration, concernés par l'organisation directe des élections. Ça fait un manque à gagner pour tout le monde parce que toutes ces activités-là par le passé permettaient d'arrondir les fins du mois parce qu'il y avait toujours des meetings organisés par-ci, par-là. Il y avait des financements qui venaient de partout pour qu'il y ait des messes, qu'il y ait des marches, qu'il y ait des meetings partout. Des mobilisations. On n'a plus tout ça aujourd'hui et je pense que c'est normal que certains regrettent que nous ne soyons plus dans... Que nous soyons un peu nostalgiques de ce passé. D'accord. Oui. Alors, Gratien Makoko, de ce constat sur lequel vous êtes tous deux unanimes, quel est le bénéfice que cela apporte, dois-je dire, à toute la nation? Assez de bénéfices, assez de dividendes pour l'État, parce que quand vous observez qu'en face on a une administration qui se vide de ses acteurs, alors que le rôle de l'administration dans un État est un rôle fondamental, elle est considérée, caractérisée par ce qu'on appelle la continuité. Et c'est surtout l'administration qui assure la continuité de l'État. Et à partir du moment où, à la veille d'une échéance électorale, vous voyez les acteurs de cette administration-là vider les lieux, c'est que les usagers des services publics ont peut-être des contingences, des choses à vouloir faire régler, mais à cause de ces absences répétées, ces usagers n'arrivent quand même pas à avoir leurs problèmes réglés. Donc c'est le premier bénéfice, et c'est un bénéfice pour nous tous au sein de l'appareil étatique. Et au-delà de cela, je voudrais faire observer quelque chose par rapport aux motifs. Vous avez posé la question de savoir ce à quoi dépend, d'accord, ce à quoi on peut lier le fait que cette attitude actuelle de l'administration. Je voudrais me prononcer là-dessus pour évoquer deux éléments. Le premier élément tient d'abord au chef d'orchestre, celui qui est là, puisque la gouvernance de Jules César, ce n'est pas la même chose que la gouvernance de son prédécesseur. On a vu au temps de l'ancien régime, le régime du président Bonigaï, que ce n'est pas le cas. Les gens sont, etc. Et lorsqu'on va au-delà même de la question politique, et on va aller sur le terrain de la performance de l'administration. Vous avez vu que les acteurs n'ont pas changé outre mesure au niveau de l'administration publique, mais lorsque le président Patrice Talon est venu, on a comme l'impression que les gens donnent plus le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est les mêmes Béninois, ce sont les mêmes acteurs. C'est à croire forcément que c'est la tête qui commande l'essentiel de l'action de l'administration. Et à partir de cet instant-là, celui qui est le chef de l'État, qui préside la destinée de l'État, lorsqu'il a une philosophie, une directive assez claire, je vois que l'administration est obligée de suivre. Maintenant, le second élément tient à la démonstration qui est déjà faite par l'aîné. Et c'est à la question de la dépolitisation des nominations. Les nominations des hiérarchies au sein des administrations publiques. Vous savez que lorsque le président Talon est venu au pouvoir, il a engagé certaines réformes, notamment en ce qui concerne la nomination de certaines personnes qui vont assurer la hiérarchie déjà au niveau des chaînes de dépenses publiques. Cela, c'est désormais un appel à candidature. Vous voyez ce que le CNE a produit dans le cadre de la nomination des membres du conseil d'administration des universités publiques au Bénin. On constate qu'il y a une sorte de dépolitisation. Et à partir du moment où la nomination est dépolitisée, d'accord, ces acteurs de l'administration ne lient plus leur destin, d'accord, à l'obligation de se retrouver, comme le soulignait tout à l'heure, parce que avant, les gens ne vidaient pas justement l'administration de plein gré. Parce que lorsque on ne vous retrouve pas à côté de votre ministre sectoriel, peut-être que vraiment vous serez sauté. Voilà, donc toutes ces contraintes-là n'existent plus ou existent de moins en moins aujourd'hui. Et je pense que c'est cela qui explique par ailleurs la performance. On en vient maintenant à l'agenda du chef de l'État. On sait que quand on est en fin de mandat, puisque c'est le cas pour Patrice Talon, les choses commencent par se refroidir, le rythme baisse en quelque sorte. Mais on a un Patrice Talon qui a toujours la tête dans le guidon, pour reprendre ses propres expressions. Comment vous expliquez cela? J'explique cela par le fait que dès le début, il a donné le ton en disant qu'il fallait travailler du début jusqu'à la fin du mandat. Et même si il était possible de réduire le temps des manœuvres politiciennes à 1 mois, je pense qu'il l'aurait fait. C'est parce qu'on ne pouvait pas faire autrement qu'il est allé jusqu'à 6 mois. Donc, c'est pour dire qu'il a un agenda et qu'il entend certainement aller jusqu'au bout d'un certain nombre de chantiers ouverts, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont encore en cours de réalisation.
Et donc, laisser des éléphants blancs, ça peut aussi ternir un peu l'image d'un régime. Et je pense qu'il entend aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que chaque jour qui passe, il oblige chacune des personnes qui sont concernées par la réalisation des chantiers du PAG à travailler. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus heureux que les personnes qui sont dans l'administration soient laissées un peu dans l'accalmie, un peu à leur place. Ça facilite les choses. Parce que... vous estimez que l'ancienneté au même poste, n'est-ce pas, donne une certaine maîtrise? Une certaine maîtrise, une certaine technicité. Ça fait que d'ailleurs, dans la continuité, on va très rapidement. Vous savez que quand on se réfère à ce que nous avions connu par le passé, à chaque conseil des ministres, il y avait des dizaines de nominations à un an de l'élection présidentielle. Et donc, nous n'avons pas ça aujourd'hui, et ce sont les mêmes personnes qui occupent des fonctions régaliennes depuis plusieurs années, qui y sont toujours. N'en déplaise à ceux qui sont dans les formations politiques, qui espèrent des remerciements, ils sont déçus, et qui disent avoir soutenu pendant longtemps sans rien obtenir. Ils sont déçus, mais quand finalement tout le monde se rend compte que c'est la République qui est gagnante dans toute cette affaire, on passe les déceptions par perte et profit. D'accord. Alors comment on explique cette énergie dont dispose Patrice Talon jusqu'à présent? Il est à quelques mois de la fin de son mandat, et comme je le soulignais tout à l'heure, on note souvent à la fin de mandat, n'est-ce pas, qu'on se consacre soit à l'élection de son dauphin, à comment passer la main. Bref, le rythme baisse, les choses commencent par s'affaiblir, mais on ne note pas ça chez le président Patrice Talon. Ou bien vous avez une autre lecture de fonctionnement à l'heure actuelle? Non, je pense que le président Patrice Talon a une dynamique nouvelle. La dynamique nouvelle, puisque la Constitution a dit le mandat est de 5 ans. Et cela voudra dire quoi? Les 5 ans, c'est du premier au dernier jour. Ça veut dire qu'on a été élu en tant que chef d'État pour travailler du premier au dernier jour. Avec la même énergie. Avec la même énergie. Maintenant, il y a un contexte africain qui explique ce paramètre que vous abordez. Le contexte, c'est que les chefs d'État sont souvent préoccupés par leur réélection ou soit par la pérennisation de leur présence. D'accord. Et donc, ils sont préoccupés par le contrôle de l'appareil de l'État. Je parle au plan politique. Et cela fait que lorsque les élections sont ouvertes, ils sont obligés de mettre de côté la mission que les citoyens leur ont confiée à la tête de l'État. Et c'est généralement ce qu'on observe ou ce qu'on observait toujours sur le continent africain notamment. Maintenant, nous sommes en présence d'un monsieur qui a proposé une nouvelle dynamique, qui a décidé de faire les choses autrement. Et ça a commencé par étonner parce qu'on avait l'habitude, on a l'habitude de voir pratiquement autre chose. On se souvient de 2011. En 2011, lors des élections, c'est vrai qu'il y a un grand rassemblement politique qui avait tendance à asphyxier le président Boniaï et son équipe. Et on a vu comment, que ce soit l'administration, les députés, le président lui-même, à plusieurs mois des élections déjà, se retrouvait sur le terrain politique dans une pré-campagne qui ne disait pas son nom. Et au moment où on se retrouve sur le terrain politique, à Tukuntuna ou à Djougou ou à Savè, en train de vouloir mobiliser l'électorat, vous convenez avec moi que les dossiers vont souffrir en Conseil des ministres. On a moins de concentration pour vraiment traiter sereinement les dossiers de l'État. Et donc, c'est ce changement de paradigme qu'on observe au niveau du président Patrice Talon. Et je pense que ça doit être quelque chose à pérenniser parce que le peuple a confié ça comme des acquis. Je pense que c'est un acquis. C'est un acquis. Alors, Anissé Carlos, en ce qui concerne donc l'agenda du président Patrice Talon et les dossiers qui restent, lesquels vous voyez constituer à l'heure actuelle des priorités pour le président Patrice Talon? Il n'y a que deux priorités à mon sens. C'est d'abord que Patrice Talon doit faire en sorte que les grands chantiers qu'il a pu ouvrir, qui sont en cours en ce moment, puissent être achevés autant que possible. Il n'est pas possible de tout achever parce que l'État est une continuité. Donc, achever autant que possible les chantiers les plus importants qui sont ouverts. Ensuite, organiser de la plus belle des façons l'élection présidentielle qui lui permettra de se retirer de la scène en étant porté en triomphe. Et si ces élections ne sont pas à la hauteur des attentes de ceux qui veulent le porter en triomphe, ça pourrait un peu entacher sa gouvernance. C'est pour ça que ces élections qui vont se tenir au lendemain des Vodou Days, qui vont se tenir, les Vodou Days, c'est de quoi? C'est du 8 au 10 janvier. Et puis le 11 janvier, on va aux élections avec
sur le sol du Bénin de très nombreux étrangers venus fêter avec nous les Vodou Days et qui vont être de fait des observateurs de nos élections. Donc, il faut bien que l'élection présidentielle se déroule d'une façon qui leur donne le sentiment que Patrice Talon a vraiment bien fait les choses et est sorti par la grande porte. Donc, sa priorité aujourd'hui, achever au maximum les grands chantiers. Ensuite, organiser des élections qui soient véritablement assez crédibles et transparentes et qui donnent le sentiment à tout le monde que sa succession est une volonté populaire. D'accord. La désignation du dauphin est déjà faite, pour ne pas dire la désignation du candidat de la mouvance. On se demande à l'heure actuelle qu'est-ce qui constitue priorité pour le président Patrice Talon. Vous savez, certains parlent de la sécurisation des acquis de la gouvernance du président Patrice Talon. Ce n'est pas faux et je pense qu'il faut quand même aller aussi sur ce terrain-là. Parce que quand je prends le cas des concours frauduleux au Bénin, on en a connu et sous le régime de la rupture, pratiquement pas. Et qu'est-ce qui a permis à ce régime-là de procéder à cette sécurisation? Quel mécanisme a été le mécanisme qui a été mis en place? Vous voyez, dans les États, comme je prends les États-Unis d'Amérique, il y a ce qu'on appelle l'encyclopédie des grands hommes. Où il y a un ouvrage que j'ai lu sur le président Reagan qui disait qu'il a dans son bureau un grand portrait du président Lincoln et lorsqu'une question de l'État le tracasse, il a l'habitude d'observer le portrait et se poser la question que ferait Lincoln à ma place. En réalité, le président Lincoln, en tant que chef d'État, ayant présidé à la destinée des États-Unis, a eu des comportements significatifs qui ont propulsé l'État et qui ont servi d'école même à un chef d'État qui est venu après lui. Ça voudra dire quoi? La gouvernance du président Patrice Talon, il y a les acquis dont on est en train de parler. Mais comment il a procédé? Je pense même qu'il y a une obligation. Si on veut réellement lier le bois au bois, comme nous l'a recommandé la sagesse africaine, il va falloir que le chef de l'État qui est là, avant la fin de son mandat ou avant son départ du pouvoir, puisse trouver le créneau pour expliquer au peuple, ou tout au moins à ceux qui vont venir après lui, comment les raisons significatives des performances qu'il a pu obtenir. Ça ne se fait pas souvent. Et j'ai comme l'impression que quand on parle de passation de service, c'est une forme de transmission d'héritage. Tout à fait. Bon, transmission d'héritage, de technologie ou de réflexion, d'outils théoriques. Parce que là, quand on parle de passation de service, cela ne se fait pas. C'est un peu subtil. Les gens passent le service, on rend les sceaux de l'État. Mais en réalité, quelle a été la conscience qui a entraîné cette performance que nous avons vue au niveau de la gouvernance? Moi, je voudrais quand même que le président Talon, en termes des priorités, puisse trouver le créneau pour expliquer cela. Maintenant, l'autre priorité qui émerge à mon sens, c'est que le président a l'obligation de faire en sorte que le Bénin puisse demeurer en paix jusqu'à ce qu'il cède le pouvoir. C'est ça. Il y a des comportements, il y a des attitudes à avoir. On ne lui enseigne rien, c'est un homme vraiment avisé, mais on fait ce rappel-là parce que parfois, aussi puissants que sont les rois, ils sont ce que nous sommes. Il peut arriver que les rois aussi oublient. Et pour cette raison-là, nous invitons humblement le chef de l'État à quand même avoir les attitudes qu'il faut, d'accord, les comportements qu'il faut, le discours rassembleur qu'il faut, le discours d'unité nationale qu'il faut, le discours de paix qu'il faut, afin que l'élection ne soit pas une occasion dans notre pays de déchirement social. D'accord. Alors, comment on arrive à relever tous ces défis, puisque vous-même, dans votre développement tout à l'heure, vous estimez que l'organisation des prochaines élections doit être en quelque sorte une fête, surtout que durant la période au lendemain donc des Vodou Days, on aura ces élections en présence des étrangers qui vont constituer des observateurs. Comment on réussit à, je dirais, concilier tous ces deux fêtes pour que vraiment tout se passe de manière à ce que le Bénin soit hissé au firmament de son histoire? À mon sens, il suffit que les lois qui existent au sein de notre République et qui organisent les élections soient respectées. Et que chacun mette son ego de côté en se disant que c'est d'abord la République qui est en première priorité et qu'ensuite, bon, même quand on n'est pas d'accord, même quand on n'est pas content, même quand on est déçu, on ne peut pas remettre un certain nombre de choses en cause qui entachent l'honneur et la dignité de notre pays. Donc par conséquent, je pense que c'est aux acteurs politiques qu'il revient d'avoir le comportement qu'il sied pour ne pas dénaturer complètement tout ce que nous avons pu faire et avoir comme acquis jusqu'à présent. Pour le reste, moi je considère qu'on n'a pas besoin
comme le pensent certains, de sécuriser particulièrement les acquis de la gouvernance Patrice Talon. Ça va de soi, parce que ces acquis sont déjà chaque jour sécurisés par des tests qui sont pris très régulièrement. Et aucun président ne peut plus aujourd'hui, quel qu'il soit, gouverner le Bénin comme par le passé. D'accord. Il faut toujours passer par, je dirais, ce canevas déjà tracé par... Il y a des principes qui ont été fixés, il y a des normes qui ont été établies et qui sont fixées dans le marbre, de sorte que vous n'avez pas le choix. D'accord. Alors, il n'y a pas que le président Patrice lui-même, il y a l'entourage et au-delà de ça, il y a également le camp adverse, pour ne pas dire les camps adverses, c'est-à-dire quoi? L'organisation de ces élections, la paix que vous souhaitez et qui est d'ailleurs le souhait de tout le monde, ça doit venir de chacun. Donc, le rappel, ce n'est pas à faire seulement au président Patrice Talon. Tout à fait, puisque le devin qui appelle la pluie, même si lui-même ne fait pas mesure, il n'est pas mouillé, un des siens peut périr. Et pour dire qu'on va adresser ce message également à l'endroit de tous les corps constitués de l'État, l'opposition politique notamment. Et il y a des discours qui peuvent virer tout de suite au vinaigre pour compromettre le destin des États. Pour cela, on demande d'une part à la mouvance présidentielle, d'accord, d'adopter les comportements, les attitudes qui assurent la préservation de la paix. Et c'est le même message qu'on adresse à l'endroit, on adresse à l'opposition politique au Bénin. Et l'année a commencé déjà par évoquer la question, puisque l'opposition, pour la plupart du temps, a un certain narratif de contestation. Il va falloir quand même avoir de la hauteur d'esprit, pour ne pas que le superflu puisse arriver quand même à compromettre notre vivre ensemble. Donc c'est un message à l'endroit de nous tous et à l'endroit également des citoyens, parce que au-delà des partis politiques, les citoyens ont une responsabilité énorme. Il faut savoir exploiter les réseaux sociaux. Il faut savoir exploiter les réseaux sociaux. Vous avez vu en 2023 ce qui s'est passé, où on a fini les élections, les institutions de la République qui sont habilitées pour proclamer les résultats. Je veux parler d'abord de la Sénat et après de la Cour constitutionnelle, n'ont encore rien fait, mais on a vu quand même des délibérations, des scores. On dit qu'à Djougou, voilà que c'est les démocrates qui sont venus en tête avec tel nombre de voix. On dit qu'à Karim Moment, c'est telle chose. Ce sont des comportements qui ne sont pas de nature à présumer. Ce sont les institutions qui doivent vraiment jouer. Alors, pensez-vous que dans les priorités, on pourrait citer les éventuels mécontents qui se retrouveront peut-être pas sur des listes et autres, parce que après tout, on sait que la confection des listes, non seulement c'est un casse-tête, mais le lendemain crée, je dirais, des brouilles au sein des formations politiques et autres. Patrice Talon a quand même de grands ensembles qui soutiennent ses actions et sans doute vont soutenir son dauphin. Comment on arrive à faire le travail qu'il faut pour maintenir l'équilibre selon vous? Ça, c'est une donne essentiellement politique et même politicienne. Et je pense que Patrice Talon trouvera la formule pour que s'il y a des mécontentements, ces mécontentements ne soient pas de nature à remettre carrément en cause la cohésion qu'il y a au sein de la mouvance présidentielle aujourd'hui, et à faire en sorte que chacun, d'une façon ou d'une autre, se sentent concernés par sa succession. Parce que sinon, l'opposition en tirera le plus grand bénéfice et fera en sorte peut-être de capitaliser sur ces mécontentements. Par conséquent, je pense que dans tous les cas, aussi bien dans la mouvance présidentielle que dans l'opposition, le problème va se poser. Tout le monde ne se retrouvera jamais sur la liste et il y aura des mécontentements partout. Il se pourrait aussi que... Donc il faut s'attendre à des mécontentements dans un cas comme dans l'autre. Dans un cas comme dans l'autre. Il y en aura toujours. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il faut que, en partant, en quittant le pouvoir, Patrice Talon puisse laisser un Bénin dans lequel les Béninoises et les Béninois se sentent fiers d'avoir parcouru ce chemin avec lui et fiers d'être des Béninois. Des Béninois. D'accord. Alors, comment on arrive à, je dirais, maintenir l'équilibre avec les probables mécontents qui vont sortir de part et d'autre, notamment dans le camp présidentiel? Parce qu'après tout, ça devient plusieurs enjeux, pour ne pas dire beaucoup de choses à faire à la fois pour ces quelques mois qui restent au président Patrice Talon. Vous avez parlé de l'organisation à bonne date et de façon sécurisée des élections, l'organisation de la fête des Vodun Days et pourquoi pas, pour ne pas dire l'achèvement des grands chantiers déjà ouverts. Comment on arrive à faire, je dirais, le cocktail qu'il faut sans que ça n'explose? Bon, au-delà même du fait que le chef de l'État est un homme affûté qui saura trouver, comme c'est dit tout à l'heure, les moyens de contenir sa masse, je voudrais quand même appeler chaque membre de la majorité présidentielle à rester dans la dynamique de l'objectivité,
Est-ce que c'est les réformes du président Patrice Talon qu'il souhaite réellement préserver? Est-ce qu'ils ont vu que la dynamique Talon a fait passer le Bénin d'un état de moins être à un état de plus être? Si alors ils sont convaincus que c'est un idéal qu'ils sont en train de défendre au sein de la majorité présidentielle, il va falloir qu'ils mettent de côté leur ego pour assurer la cohésion. Parce que si jamais la cohésion est absente au niveau de la majorité présidentielle, une maison qui est divisée contre elle-même ne saura se tenir debout. Et donc, ça va être l'opposition qui va prendre le pouvoir. Mais je voudrais rappeler une anecdote du président Mathieu Kérékou qui m'a été narrée par mon feu père, qui disait que lorsque on a demandé au président Kérékou à Nati Tengou quel candidat il faut soutenir entre le président Bouniaï et Arungadi Adrien, et le président Kérékou répondant en disant lorsque le coq chante à Tchaourou, celui qui a Nati Tengou peut entendre un peu sa voix, même si c'est de Porte-Nouveau que le coq chante, ça va être difficile pour ceux qui sont à Nati Tengou d'entendre sa voix. Pour dire que même si quelqu'un ne se retrouve pas sur une liste électorale, dans le cadre des législatives notamment, au sein de la majorité présidentielle, il a malgré cela tout intérêt à ce que ce soit le candidat de la majorité présidentielle qui gagne. Parce que si ce candidat-là gagne, il va être forcément plus proche du pouvoir que si c'était l'opposition qui remporte la victoire. Chacun a son agenda, comme on dit. Le président Talon a le sien, son entourage sans doute a également son agenda. Mais est-ce que vous pensez que l'agenda de l'entourage pourrait bouleverser les choses, que ça pourrait amener le président Patrice Talon, je dirais, à se mélanger un peu les pédales? Parce qu'on sait qu'en dépit de tout, on n'arrive pas à obtenir la docilité de l'entourage et des soutiens aux dernières minutes. On se dira, bon, c'est fini, et nous on cherche à nous repositionner autrement. Oui, et vous avez raison, parce qu'il arrive toujours un moment où les intérêts personnels ont tendance à primer sur l'intérêt général. Mais vu la façon dont le candidat de la mouvance présidentielle a été désigné, et vu la façon dont l'ensemble des acteurs politiques de cette mouvance ont perçu la nécessité de mettre la République au-dessus des ambitions personnelles, on peut penser que la même dynamique pourrait continuer et que celui qui est l'artisan de toute cette dynamique-là a encore les ressources qu'il faut pour la maintenir jusqu'à terme. D'accord. Alors vous voyez, Patrice Talon réussit à maintenir son agenda, l'imposer, je dirais, à son entourage sans que les indécis, pour ne pas dire les mécontents de dernière minute, arrivent ou parviennent à influencer les choses. Non, je vous ai dit que la gouvernance d'Alexandre le Grand n'est pas la même chose que la gouvernance de Jules César. Parce que ce qui s'est passé, le spectacle qu'on a observé en 2016, je ne suis pas sûr qu'il peut se reproduire en 2025. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, notamment au plan normatif. Voulez-vous dire que Patrice Talon a tiré le leçon, je dirais, des échecs et des ratés de 2016 pour réajuster les choses? Oui, je pense qu'il a beaucoup tiré le leçon de cela. Il a beaucoup tiré le leçon de cela. Et même au niveau de la démarche, c'est vrai que ce qu'on observe aujourd'hui au niveau de l'opposition politique, au niveau des démocrates, en ce qui concerne le processus de désignation du duo présidentiel, que plus ou moins ce processus est un peu plus transparent que ce qu'on a observé au niveau de la majorité présidentielle. Mais en 2016, ce n'était même pas le cas. Ça a été une désignation du président de la République. Donc ce sont les imperfections qui ont commencé par être corrigées à ce niveau-là. Maintenant, au-delà de ça, il y a eu des garde-fous juridiques énormes. Quand on prend le code électoral, il n'y a pas possibilité. Il y a beaucoup de choses que les gens ne peuvent pas se permettre aujourd'hui. Maintenant, au-delà de cela, le président de la République est encore là. Et il va être là après lui. Puisque celui dont on parle d'un mécène politique. Il était quand même sur le terrain politique. Et lorsqu'il va passer la main, même si c'est le candidat des démocrates qui remporte le pouvoir, là, il ne sera pas comme un poulet mouillé après 2025. Cela fait que vraiment, les gens... Ces anciennes habitudes avant de venir au pouvoir, c'est possible, à défaut de devenir pasteur, comme l'a promis le président Bouniaï, peut-être, et il a dit sur Jeune Afrique qu'il ne va pas être du tout passif après 2025. Cela voudra dire que vraiment, il peut toujours continuer par avoir son mot à dire. On va voir avec Anissé Carlos comment on arrive à sentir, je dirais, cet activisme politique que Patrice Talon a annoncé, parce qu'il a annoncé que dans un cas comme dans l'autre, toujours est-il que pour 2026, il ne sera pas aussi passif que ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a voulu dire par là et comment on va sentir cela dans les quelques jours, les quelques mois qui nous attendent avant qu'il ne passe le témoin? Nous l'avons déjà senti dans ce qui paraît aujourd'hui comme la décision la plus importante, celle de la désignation de son successeur, qui s'est passé un peu comme dans un calme imprévu.
dans une ambiance que personne n'attendait. Sans grand bruit, en quelque sorte. Mais c'est dans un calme absolu, et il n'y a pas eu de friction, il n'y a pas eu de chahut, il n'y a pas eu de chamaillerie, rien du tout. Et je pense que c'est son action qui a principalement contribué à aboutir à un tel résultat. Est-ce que vous pensez que cette action a tenu compte des échecs de 2016, puisque son successeur, pour ne pas dire son prédécesseur, n'a pas réussi ce détail-là, la désignation avec l'harmonie qu'il faut de son... C'est exactement cela, parce que l'échec de 2016 pour le camp de Boni Yahya a commencé à partir de la désignation qui a été contestée de l'intérieur même de la mouvance présidentielle. Et ici, nous observons tout le contraire. Et quand Patrice Talon du moins dit qu'il sera actif pour la désignation de son successeur, je pense que principalement c'est de cela qu'il parlait. D'accord. On va s'attendre à quoi pour les quelques mois qui restent en termes d'action? Par rapport à l'activisme du chef de l'État, je voudrais souhaiter que le président Patrice Talon, même s'il demeure actif à partir de 2025 ou 2026 tout moins, qu'il essaye quand même de le faire dans la discrétion au nom de la cohésion nationale. Vous voyez, tout ce que le président Boni Yahya a fait depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, son activisme affiché. Le Bénin a beaucoup perdu dans ça. C'est vrai, on ne le dit pas assez. Un ancien chef d'État qui vient s'opposer à la gouvernance de son successeur, ce n'est jamais bénéfique pour l'État. Et il faut le dire, il faudrait quand même que, je pense même qu'il faudra qu'une loi au Bénin ici puisse quand même aller inscrire cela parmi les obligations qu'un chef d'État doit, parce que vraiment c'est un acte, on ne voit pas, parce que ça n'a pas impliqué des événements négatifs, mais en 2019 on a vu un chef d'État, il a toujours eu des supporters derrière lui, et j'ai observé, j'ai suivi une émission que l'aîné avait animée avec M. Tanguy Agoy. Il a fait une très belle démonstration par rapport à ça. Je me souviens de ça pour dire que là, il va falloir quand même que le chef de l'État qui a fini ses mandats, qu'il devienne une personne ressource. Que même si celui qui est là et qui l'a remplacé fait mal, qu'il trouve une autre formule, d'accord, autrement que de se mettre encore dans le maillot pour vraiment mouiller le maillot sur le terrain politique. Sinon, vraiment, je pense et je partage largement cette position que l'État ne tire pas profit de ça. Ce serait la toute dernière question avec vous pour clore, parce que le temps est vite passé. Vous maintenez que vraiment l'activisme de nos anciens chefs d'État ont coûté, je dirais, un peu la cohésion pour la nation, c'est ça? Ah oui, j'ai toujours été absolument convaincu du fait que si nos anciens chefs d'État devenaient des personnalités morales totalement discrètes, au-dessus de la mêlée, totalement discrètes, qui nous aidaient à régler les problèmes dans l'ombre, sans s'afficher, nous en tirerions le plus grand bénéfice. Et je pense qu'à un moment, Patrice Talon lui-même a souhaité qu'il y ait une sorte de regroupement des anciens présidents, le cadre de regroupement des anciens présidents de la République pour demeurer justement des piliers de la démocratie, mais des piliers invisibles qui, par moment, lorsque nous nous égarons, nous remettent un peu sur le droit chemin. Donc, cette épine dorsale, cette colonne vertébrale de la démocratie pourrait, à partir de 2026, se constituer autour d'un Patrice Talon qui voudrait bien en être bien on va dire, le métronome. D'accord. Beaucoup de choses à dire sur notre thématique, mais le temps est vite passé, n'est-ce pas? On va conclure. Anissé Carlos, merci beaucoup. Gracias Makoko, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve en direct demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.